Bienvenue pour cette webconférence du mois d'avril. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Fourier de l'association. Alors Jean-Michel, dites-le parce que je me trompe toujours. Donc c'est l'association Fibrose Pulmonaire France. C'est simple. Alors pourquoi je me trompe? Parce qu'ils viennent de changer de nom. J'ai quand même une excuse. Et maintenant que c'est plus simple, j'ai du mal. Et donc, le professeur Cotin qui est là pour répondre spécifiquement aux questions que l'on se pose autour du poumon. Donc là, j'essaie tant bien que mal de partager mon écran, mais je ne suis pas fortiche, il faut le dire. Et ça y est. Si, ça y est. Voilà. Donc, bien sûr, je ne suis pas là où j'aurais dû. Donc, une webconférence, comme on l'a dit, autour du poumon. Vous avez l'habitude maintenant de moyens de communication, vous utilisez le chat, vous êtes plus habitué que moi. Quand vous avez des questions, vous passez par ce canal-là et Jean-Michel Fourier et moi-même les ferons remonter tout au long de la réunion. Après, les petites actualités de l'association. Donc, on a eu le bonheur de nous voir remettre un prix pour la communication autour de notre podcast PR qui roule, un prix au Festival de la communication de Deauville, communication santé. Donc, on en est très fiers parce qu'on avait, pour l'anecdote, remporté un prix il y a une dizaine d'années déjà, même plus que ça, pour la collection Articule. On avait eu le coup de cœur du jury et donc cette année, ben voilà, le prix de bronze pour la communication autour du projet PR qui roule. On a aussi été interviewé par We Are Patients, donc vous pouvez retrouver… pardon. Une très très brève question. Votre communication, elle était articulée comment pour gagner ce prix? Qu'est-ce qu'il y avait d'original? Juste en un mot, hein, parce que je ne veux pas prendre de temps. Ben, en fait, ils ont apprécié notre capacité à mobiliser les réseaux sociaux, à mobiliser les soignants et pour avoir une diffusion la plus communication et qu'on a réussi à atteindre un objectif assez honorable de diffusion et comme le support était en soi original, vu que ce sont des podcasts, voilà, on a reçu un prix pour cette démarche-là. Merci. Je vous en prie. Donc, le VIC polyarthrite a fait un petit peu des adaptations, des modifications et cherche des testeurs pour sa nouvelle version. Donc, Ludivine va vous partager le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Vous vous souvenez, ça permet de répondre à vos questions sur la maladie à tout moment, le jour comme la nuit. Donc, n'hésitez pas, si vous testeur pour cette nouvelle version, inscrivez-vous et vous pourrez contribuer. C'est donc du 26 au 28 avril pour ne manquer aucune information. Mais bon, en général, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous la recevez déjà, la newsletter. Donc, comme je vous le disais, le professeur Vincent Cotin, qui est pneumologue au CHU de Lyon, Jean-Michel Fourier, président de l'association Fibrose Pulmonaire, Ludivine, qui est toujours là dans l'ombre pour me seconder, puisque heureusement pour nous, elle est meilleure en technique, et donc moi-même pour aborder ce sujet ce soir. Donc, polyarthrite rhumatoïde et les poumons dans tout ça. Voilà, nous avons avec Jean-Michel quelques questions pour le professeur Cotin. Tout d'abord, bonsoir professeur Cotin. Bonsoir à vous et vos adhérents. Merci beaucoup. Donc, je passe la main tout d'abord à Jean-Michel pour qu'il puisse nous présenter un peu l'association AFPF. Merci Sonia. Très rapidement, donc, nous sommes une association de patients donc, atteints de fibrose pulmonaire. Je dis patients, mais aussi les aidants. On accueille, et c'est très important, on sait combien les aidants sont importants pour les patients et les malades. C'est une association qui a été créée en 2011 à l'origine pour s'occuper principalement de fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, qui a évolué récemment en début d'année pour couvrir plus largement toutes les formes de fibrose pulmonaire. Et donc, on est, à ma connaissance, la seule association en France qui s'occupe
de patients et de fibrose pulmonaire avec des missions classiques pour une association de patients d'informer, parce que d'informer, je dirais, le public, mais aussi les professionnels de santé, parce que la fibrose pulmonaire est une maladie rare et encore pas assez connue par tout le monde, ce qui peut poser des problèmes particuliers sur le diagnostic. On a des missions, bien sûr, de soutien et d'aide aux familles. Et puis, on essaye d'aider avec le petit moyen, d'aider la recherche en finançant quelques projets de recherche avec les dons qu'on peut percevoir, en essayant aussi de motiver, c'est l'autre volant de la recherche, en essayant aussi de motiver nos adhérents et les patients à participer aux études cliniques, parce qu'on a besoin d'études cliniques pour trouver des traitements pour la fibrose pulmonaire. Et puis, ces dernières années, un accent particulier mis sur la promotion de l'activité physique adaptée, qui est vraiment quelque chose de très important pour les patients en fibrose pulmonaire. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, on va commencer par une question d'évidence pour le professeur Cotin. Finalement, la fibrose pulmonaire, c'est quoi? Alors, merci beaucoup déjà de me solliciter pour ce soir et je pense que c'est important d'avoir l'occasion de pouvoir échanger comme ça en direct et de répondre effectivement aussi à des questions simples. Parce qu'il n'y a pas vraiment de questions simples dans ce domaine et on a le droit d'avoir des questions qu'on n'a jamais osé poser ou l'occasion de poser. Donc la fibrose pulmonaire, on peut parler à la fois de son mécanisme ou du résultat. Mais le résultat, c'est qu'on a une cicatrisation anormale des poumons, en fait, qui résulte souvent d'une inflammation chronique ancienne ou d'un vieillissement anormal des poumons qui peut résulter de beaucoup de causes différentes. Mais le résultat, c'est que les poumons cicatrisent, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts de collagène, des dépôts de fibrose qui rendent le poumon plus rigide et diminuent le transport de l'oxygène. Il y a deux conséquences principales. La première, c'est que les poumons ont tendance à diminuer en taille. Et la deuxième, c'est qu'ils fonctionnent moins bien, c'est-à-dire qu'ils captent moins bien l'oxygène, mais je pense qu'on va y revenir. Merci beaucoup. Donc, ce que l'on se pose comme question, c'est quelle est la prévalence de cette pathologie? Alors, pour les fibroses pulmonaires idiopathiques, c'est l'un des domaines où on a le plus d'informations, c'est-à-dire les fibroses pulmonaires qui surviennent sans cause, celles dont l'association Fibrose Pulmonaire France s'occupe beaucoup. On estime la prévalence autour de 8 cas pour 100 000. Bon, mais ce sont des estimations parce que c'est assez difficile à déterminer et d'une étude à l'autre, on a des prévalences qui sont un petit peu variables, mais ça représente quand même plusieurs milliers de personnes qui sont atteintes de fibrose pulmonaire idiopathique pour la France. Si maintenant on s'intéresse à des fibroses pulmonaires non plus idiopathiques, c'est-à-dire sans cause, mais liées à une cause, et par exemple à un antigène dans l'environnement, c'est des pnéumopathies d'hypersensibilité, ou ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, une maladie inflammatoire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérodermie systémique. Là, la prévalence est variable à chaque fois. Et pour ce qui est de la fibrose pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde, on parle plus souvent de la proportion des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui développent une fibrose pulmonaire plutôt que d'une prévalence au niveau national qui a un petit peu moins de sens au niveau individuel. Et là, c'est autour de 10% des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ont une fibrose pulmonaire, disons, parlante, qu'on appelle cliniquement pertinente, cliniquement significative, qui peut être responsable de symptômes. Si on regarde simplement le scanner thoracique, c'est plus que ça. Mais cliniquement pertinente, c'est autour de 10-15% des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Et quels sont les signes évocateurs, justement, les signes d'appel qui doivent un petit peu alerter les patients? Alors, les signes révélateurs les plus fréquents, c'est la dyspnée et la toux. La dyspnée, c'est un essoufflement inhabituel. Donc, il est normal d'être essoufflé pour faire un effort très important. Par contre, si on perçoit qu'on est essoufflé pour un effort que d'habitude
on fait sans trop de difficultés ou qu'on est nettement plus essoufflé que les personnes qui nous accompagnent en randonnée habituellement, ou, bref, qu'on est plus essoufflé que d'habitude, ça c'est une dyspnée, c'est-à-dire une dyspnée qui dépasse ce qui est normal. Et puis très souvent, la toux, une toux sèche en particulier, est fréquente chez les personnes qui ont une fibrose pulmonaire. Finalement, quel que soit le type de fibrose pulmonaire, et par exemple la fibrose de la polyarthrite rhumatoïde se traduit à peu près de la même façon que la fibrose pulmonaire idiopathique. Une fois qu'on a une fibrose, c'est essentiellement la toux et l'essoufflement qui nous gênent. Alors, chez certaines personnes, ça peut se ressentir plus comme une fatigue ou être exprimé avec des mots qui évoquent la fatigue, ou comme une incapacité à faire des efforts, ou plus de difficultés pour des efforts physiques, mais ça revient un petit peu au même. Une particularité de la polyarthrite, c'est que les personnes qui sont atteintes de polyarthrite ont d'autres types de problèmes, malheureusement, et notamment des problèmes locomoteurs, et on peut avoir des douleurs articulaires, bien sûr, et peuvent avoir une activité physique qui est plus limitée, ce qui fait que assez souvent dans la polyarthrite ou dans les maladies inflammatoires en général, il y a moins d'activité, ce qui fait que l'essoufflement est détecté un petit peu plus tardivement. Hein, si vous faites moins d'activité physique, vous allez moins vous rendre compte, ou plus tardivement, que vous avez une limitation par le souffle. Donc, dans le contexte d'une maladie inflammatoire, c'est un petit peu plus souvent un examen fait par hasard ou à titre systématique qui va détecter la fibrose pulmonaire. Et ça peut être un examen clinique, et en particulier l'auscultation des poumons, qui détecte ce qu'on appelle des râles crépitants, on peut y revenir, ou ça peut être un examen paraclinique, un examen complémentaire, et là c'est en particulier le scanner thoracique qui met en évidence la fibrose pulmonaire. Donc il n'est pas rare d'avoir une fibrose qui est révélée non pas par les symptômes, mais par une découverte fortuite ou presque fortuite, ou disons un examen systématique qui détecte ces signes de fibrose. N'hésitez pas à me demander de compléter ainsi, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma réponse ou que vous voulez que j'aille plus à fond dans le détail de quelque chose. Merci beaucoup, c'est très clair. Justement, on se posait la question d'un prédépistage qui pourrait peut-être être systématique parce que 10 à 15% des patients, c'est quand même pas négligeable dans la population polyarthrite. Alors, ça, c'est une très bonne question qui, malheureusement, n'a pas de réponse pour l'instant consensuelle, officielle. Pour qu'un dépistage soit utile, il faut réunir plusieurs conditions. D'abord, il faut avoir un bon examen pour le dépistage. Alors, pour ce qui est de la fibrose, on a le scanner thoracique qui détecte très bien la fibrose pulmonaire, qui n'a pas beaucoup d'inconvénients. Ce n'est pas un examen très coûteux, mais bon, à grande échelle, ça finit par être quand même un coût pour la santé, pour la collectivité, qui est irradiant, mais l'irradiation des scanners thoraciques a beaucoup diminué et dépasse maintenant pas tellement l'irradiation d'une radiographie thoracique. Donc, on a un examen qui est utilisable. Mais une deuxième condition, c'est de pouvoir identifier les personnes qui sont à risque. Bon, ça peut être toutes les personnes ayant une polyarthrite rhumatoïde. Une troisième condition, c'est d'avoir des conséquences du dépistage. Et aujourd'hui, on va y revenir, je pense, hein, on ne dispose pas d'un traitement très simple, très clair qu'on puisse proposer vraiment à toute personne qui a une fibrose pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde, qui justifierait d'être plus actif pour le dépistage. Et puis enfin, souvent, en tout cas, les autorités de santé souhaitent qu'il y ait la prise en compte de l'efficacité du dépistage en termes de coûts, enfin en termes de l'ensemble de la population. Et là, clairement, une maladie qui est présente chez 10% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, on a un petit peu moins d'intérêt à la dépister systématiquement qu'une atteinte qui serait présente chez 50% des personnes, ce qui est le cas notamment pour la sclérodermie. La sclérodermie est une maladie qui s'apparente en quelque sorte à la polyarthrite rhumatoïde parce qu'elle fait partie du même groupe des connectivites, donc de maladies inflammatoires chroniques. Et la sclérodermie touche plus souvent les poumons. La fibrose
est présente environ chez une personne sur deux. C'est une grosse différence. Et la deuxième différence, c'est qu'on a plus de données sur comment traiter la fibrose de la sclérodermie systémique qu'on en a aujourd'hui pour celle de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit plus actif et qu'on fasse de la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, aujourd'hui, il y a un dépistage recommandé de façon systématique chez les personnes qui ont une sclérodermie systémique au diagnostic. Il n'y a pas de dépistage recommandé chez toutes les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Ce vers quoi on s'oriente plutôt, c'est progressivement un dépistage chez les personnes qui ont une polyarthrite et des facteurs de risque de développer une fibrose pulmonaire. Parce qu'on connaît maintenant un certain nombre de facteurs de risque. On a un risque plus élevé d'avoir une fibrose pulmonaire si on est un homme, si on est fumeur ou ancien fumeur en particulier. Et donc, on peut identifier comme ça une population qui est plus à risque de fibrose pulmonaire. Et puis, si on a une maladie qui est très active sur le plan général, une maladie très inflammatoire, une polyarthrite très active, on a aussi plus de risques de développer une fibrose pulmonaire, ce qui est souvent un peu lié au statut immunologique, le fait d'avoir un facteur rhumatoïde très actif, et des anticorps anti-CCP, peptides cycliques citrulinées. C'est lié aussi à un risque supplémentaire de développer la fibrose pulmonaire. Donc, certaines équipes ont développé des scores qui sont qui sont à l'étude, qui ne sont pas encore complètement validés. Pour valider un score, il faut que plusieurs équipes utilisent le même score et trouvent des résultats comparables avant de dire que c'est vraiment généralisable. Et globalement, les scores seraient que, bon, chez un homme qui est ancien fumeur et qui a une polyarthrite très active, oui, il faut rechercher de façon assez systématique la fibrose pulmonaire. Inversement, une personne qui n'aurait aucun de ces facteurs de risque, peut-être qu'on peut se contenter de demander si elle est essoufflée. Et d'ailleurs, ça me ramène à une chose vraiment très basique, mais avant de parler de dépistage et de faire des examens pour le dépistage, la première chose, c'est de demander est-ce qu'il y a un essoufflement, est-ce qu'il y a une toux persistante chronique, et si oui, même s'il n'y a pas d'ailleurs, écouter les poumons et rechercher les râles crépitants, parce que de cette façon, on va détecter déjà pas mal de fibroses qui sont déjà là, qui sont potentiellement responsables de symptômes, qui vont être confirmés par le scanner, mais on n'est pas dans le dépistage là, on est simplement dans le diagnostic de quelqu'un qui a en fait déjà des symptômes qu'on a peut-être un petit peu sous-estimé parce qu'on s'est surtout occupé des articulations, ce qui est bien normal. D'accord. Et il existe aussi une forme familiale qui donc pourrait avoir une incidence plus grande, j'imagine, un facteur de risque plus grand. Alors, c'est vrai que la polyarthrite, c'est une maladie avec une composante génétique qui est assez importante, qui sont ce qu'on appelle des polymorphismes. C'est-à-dire que en génétique, vous pouvez avoir un gène qui est muté, qui est responsable d'une hérédité qu'on appelle mendélienne, c'est-à-dire que vous n'avez pas le gène, vous ne risquez rien, vous avez le gène, vous avez un risque très très élevé. Ce n'est pas le cas dans la polyarthrite rhumatoïde, où on a plutôt des polymorphismes, c'est-à-dire vous avez une mutation ou un gène qui a telle couleur plutôt que telle autre, ou plusieurs gènes qui ont un ensemble de gènes qui ont tel profil, et ça augmente le risque de développer une polyarthrite ou d'ailleurs de développer une fibrose pulmonaire sur la polyarthrite, mais ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, c'est un petit peu plus difficile de se baser sur la génétique pour vraiment faire du dépistage. Et une autre limite, c'est que, bon, il faudrait à ce moment-là faire des examens génétiques chez tout le monde pour évaluer quel est le risque de fibrose pulmonaire, et c'est bon, un petit peu lourd. Alors, c'est vrai que la génétique, c'est beaucoup simplifié, mais ça a quand même un coût. Et puis, c'est aussi anxiogène parce qu'on fait des examens qui ne sont pas simplement vérifier si mes poumons sont sains, mais vraiment faire un profil génétique. Et on manque encore d'études pour évaluer le potentiel anxiogène de ce genre d'approche. Mais on sait par quelques études qui ont été faites dans ce domaine et dans d'autres domaines
que oui, on génère quand même une anxiété, en tout cas chez un certain nombre de personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être rien et à qui le fait de faire des tests génétiques peut susciter une anxiété. Et si on trouve qu'ils ont un risque, évidemment, on va se poser des questions pour ces enfants. Est-ce qu'on a transmis ce risque-là alors que peut-être on n'a pas du tout transmis de polyarthrite rhumatoïde à ces enfants? Donc, la génétique, je suis un petit peu, autant c'est essentiel pour la recherche, hein, et c'est un domaine qui est en plein boom pour la recherche, qui est essentiel parce qu'il nous apprend énormément de choses et peut-être qu'il va aussi déboucher à terme sur des pistes de mieux traiter ou traiter de façon plus ciblée. Mais en termes de dépistage, à titre personnel, je suis un petit peu réticent ou hésitant parce que j'ai l'impression que des moyens plus simples comme le stéthoscope ou l'échographie pleurale peuvent nous aider d'une façon peut-être moins anxiogène pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. J'ai mentionné l'échographie. Alors, ce n'est pas une technique qui est validée vraiment, mais qui est en cours d'évaluation dans certaines équipes. Vous savez qu'on utilise beaucoup l'échographie. Donc, l'échographie, c'est une méthode non irradiante, hein, basée sur les ultrasons. C'est ce qu'on fait quand on a une échographie cardiaque, une échographie abdominale. C'est ce qu'on fait pendant la surveillance de la grossesse. Donc, c'est vraiment très anodin comme examen. Et l'échographie du thorax est moins bonne que dans d'autres organes parce que dans le thorax, il y a de l'air et que l'air gêne le passage des ultrasons. Mais on voit quand même assez bien la périphérie du poumon et c'est à la périphérie du poumon que se localise la fibrose. Donc, certaines équipes ont proposé d'utiliser l'échographie pour regarder si le poumon sont sains de fibrose ou s'il y a quelque chose. Et s'il y a des signes de fibrose, à ce moment-là, on fait un scanner. Et donc, c'est potentiellement une méthode de dépistage qui pourrait être appliquée assez facilement. D'autant que les rhumatologues utilisent de plus en plus l'échographie des articulations, Oui. mais donc sont quand même familiarisés, disposent pour certains d'entre eux du matériel échographie et sont familiarisés avec la gestion d'un échographe et pourraient apprendre si cette méthode était confirmée comme étant valable et conseillée. Mais je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent de nouvelles études sur le dépistage par différentes voies et d'ici quelques temps, on aura des recommandations qui conseilleront un bon dépistage. On est dans une période où on a pris conscience qu'il faut rechercher la fibrose pulmonaire de la polyarthrite, mais il n'est pas encore très clair quelle est la meilleure méthode. Et donc aujourd'hui, le mieux, c'est que si on est essoufflé à l'effort ou si on tousse de façon persistante, ben oui, il faut réagir, ça n'est pas normal, il faut faire des examens et rechercher. Ce n'est pas tout à fait du dépistage, c'est plutôt une sensibilisation à un risque d'atteinte pulmonaire. Oui, parce que justement, pour avoir discuté plusieurs fois avec Jean-Michel, il a coutume de dire qu'il faut être têtu quand on a des signes, parce que le diagnostic n'est pas évident à poser et il faut insister quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est si difficile parce qu'on on a toujours cette crainte-là. On se dit, bon, voilà, il y a des symptômes, j'ai vu le médecin, il me dit que c'est bon, on laisse tomber, tant pis, j'ai toujours des symptômes, il faut insister. Je crois que c'est une bonne philosophie. Ce n'est pas vraiment de la philosophie, mais c'est une bonne approche. Je vais vous présenter les choses différemment. Moi, si je suis pneumologue, donc je m'occupe des poumons, si un de mes patients me dit « Ah, j'ai un peu mal à l'épaule, ça traîne un peu », bon, je ne vais pas forcément y prêter une attention suffisante parce que ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas bien examiner l'épaule. Et si la personne me dit que vraiment ça la gêne beaucoup, je vais lui dire « Écoutez, voyez… est-ce que vous en avez parlé à votre médecin traitant et voyez peut-être un spécialiste, un rhumatologue ?» Bon, c'est la même chose là, c'est-à-dire que si la demande est suffisamment pressante, suffisamment présente, on va l'entendre. Mais si on ne manifeste rien ou qu'on n'assiste pas, ben, il est possible que votre rhumatologue prête pas tout à fait assez attention, s'il n'est pas très sensibilisé et qu'il ne pense pas tout de suite, tiens, et s'il y avait une fibrose associée à la polyarthrite rhumatoïde ou autre chose d'ailleurs. Hein. Donc oui, quand on a un symptôme, si c'est un symptôme qui persiste et qu'on juge anormal, il ne faut pas hésiter à insister un petit peu et à persévérer pour demander un examen.
dans le domaine de la polyarthrite, on peut en parler à son médecin traitant. On est dans le domaine des maladies rares, mais pas du tout exceptionnelles. Et devant un essoufflement persistant, le médecin traitant peut commencer un bilan. Il peut commencer par rechercher s'il y a une anémie qui peut expliquer l'essoufflement. Il peut écouter les poumons, rechercher s'il y a des crépitants. Il peut écouter le cœur et rechercher s'il n'y a pas une cardiopathie. Donc, faire un premier débrouillage devant un essoufflement persistant ou une toux persistante, c'est quelque chose que le médecin traitant peut faire. C'est très clair, merci beaucoup. Avant de continuer les questions que nous avions préparées, je vais quand même vous remonter dans le chat parce qu'il y a quand même pas mal de questions déjà. Tant mieux. Notamment, est-ce que avoir de l'asthme ou de l'hypertension, enfin d'autres atteintes autour, est-ce que ça augmente le risque de fibrose pulmonaire? Non. L'asthme est une maladie fréquente, mais qui n'est pas plus fréquente avec ou sans fibrose. Enfin, il n'y a pas de lien entre la fibrose et l'asthme. L'hypertension artérielle, non plus. Très bien. Et on nous demande aussi, enfin on vous demande plus qu'à moi, si au moment de faire le scanner thoracique, il faut le faire avec ou pas injection de produit. Alors, ça dépend de l'indication, c'est-à-dire ça dépend de la raison pour laquelle on fait le scanner thoracique. Si on fait un scanner thoracique pour rechercher une éventuelle fibrose pulmonaire, nous n'avons pas besoin d'une injection, et même l'injection nous gêne un petit peu pour bien voir le poumon. Par contre, il faut que les coupes soient fines. Quand on dit fine, c'est millimétrique, c'est-à-dire qu'on fait, vous savez, le scanner maintenant, c'est une spire, c'est-à-dire l'appareil, vous êtes dans l'appareil, mais les capteurs tournent autour de vous en quelques secondes pour avoir une reconstruction complète de l'ensemble de ce qui est dans le thorax. Et ensuite, on découpe en petites tranches pour avoir des images interprétables, et ces tranches doivent ne pas être épaisses, c'est moins de 2 mm et même idéalement moins d'1 mm. Donc il faut des coupes millimétriques, fines, sans injection pour rechercher la fibrose pulmonaire. Donc ça simplifie un petit peu les choses, on n'a pas besoin de se poser la question d'intolérance aux produits de contraste iodé ou de choses comme ça. D'accord. Alors là, on a Nathalie qui nous demande en fait, est-ce qu'il y a une différence entre BPCO et fibrose pulmonaire? Alors, il y a une différence importante, mais les deux peuvent être associés pour le coup. La BPCO, donc ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est l'ancienne bronchite chronique ou l'ancienne emphysème qu'on a regroupé sous ce terme générique de BPCO. C'est une maladie plutôt des voies aériennes où on a du mal à vider les poumons, et c'est ce qui se passe en particulier chez les fumeurs. Et c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle chez les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, dont beaucoup ou une proportion significative sont des fumeurs ou des anciens fumeurs, donc ils partagent un facteur de risque avec la BPCO. Et on peut avoir de l'emphysème au scanner thoracique ou une limitation du souffle en expiration de type BPCO au cours d'une polyarthrite rhumatoïde. Là où c'est un petit peu complexe, c'est que en fait, la polyarthrite augmente le risque de fibrose, mais augmente aussi probablement un petit peu le risque d'emphysème, soit directement, soit plutôt indirectement par le biais des facteurs de risque comme le tabac. Donc, quelqu'un qui a fumé, notamment, peut avoir une polyarthrite, peut avoir une fibrose associée à la polyarthrite, mais peut aussi avoir une BPCO. Donc, en résumé, ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent être associées. Et quand elles sont associées, elles augmentent d'autant plus le risque d'avoir un essoufflement. D'accord. Alors, on a Nelly qui nous dit, dans l'APR, parle-t-on d'inflammation des poumons lorsqu'il y a beaucoup de toux et d'encombrement régulièrement? Alors oui, l'inflammation, c'est en fait, on parle d'inflammation au sens strict quand on a soit un prélèvement, un morceau de tissu, un morceau de poumon, et là on ne fait pas de prélèvement, soit une prise de sang qui nous montre des paramètres d'inflammation. Mais je pense que ce que veut dire cette personne, c'est que oui, on parle d'inflammation parce que ce n'est pas forcément de la fibrose. En fait, quand on a une toux et un encombrement bronchique régulier, il faut aller plus loin et il faut savoir d'où ça vient. Ce n'est pas forcément de l'inflammation, ça peut être de la fibrose, ça peut être les deux. On peut tousser et être encombré parce qu'on a une BPCO. On peut tousser et être encombré dans le contexte d'une fibrose pulmonaire.
Et puis, je crois que la personne avant avait parlé aussi de bronchectasie, c'est-à-dire des dilatations de bronches. Les dilatations de bronches font partie des complications qu'on voit au cours de la polyarthrite rhumatoïde, comme on peut avoir une maladie des voies aériennes, comme on peut avoir une fibrose pulmonaire. Donc, c'est vrai c'est pas qu'on se focalise, mais on parle beaucoup, en tout cas ce soir, de fibrose pulmonaire. Et l'atteinte des poumons dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde peut être un petit peu plus variée. On peut avoir de la fibrose, mais on peut aussi avoir une atteinte des voies aériennes, des bronches, voire des petites bronches. Et assez souvent, on a un mélange de plusieurs choses. Alors, ça rend les choses un peu plus compliquées pour nous, mais pas forcément plus graves. Mais ce n'est pas forcément un signal pur de fibrose. On peut avoir associé une maladie des voies aériennes qu'on va appeler BPCO, qu'on va appeler bronchiolite parfois, en fonction de l'aspect qu'on a au scanner thoracique, qu'on peut appeler bronchectasie, c'est-à-dire dilatation des bronches. Voilà. Je préfère ces termes qui sont des termes plus descriptifs de la pathologie que inflammation, qui finalement est un petit peu vague. Mais oui, il y a de l'inflammation dans certaines de ces pathologies. D'accord. Alors, Josette, de son côté, nous dit qu'elle a une polyarthrite depuis les années 80 et que depuis 2 ans, elle a produit des glaires très abondantes, surtout après les repas, qu'elle a eu bien des examens, mais pas de solution. Alors, malheureusement, vous savez qu'en médecine, on ne sait pas tout faire. Hein. Parfois, on est capable de constater quelque chose, de comprendre ce qui se passe, ou à peu près, et pas toujours de proposer une solution qui règle le problème. Là, quand il y a un encombrement ou une gêne après les repas, ça évoque un reflux gastro-œsophagien. C'est quelque chose qui est une situation très fréquente avec beaucoup de facteurs de risque. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu à la périphérie du sujet de ce soir. Et le reflux, on sait pas on sait le supprimer avec des chirurgies ou des choses un peu lourdes, mais le plus souvent, on le traite médicalement pour supprimer l'acidité. Et ça ne supprime pas complètement le reflux de supprimer l'acidité. Donc, je comprends que cette personne puisse être toujours gênée. Mais en tout cas, il faut faire la différence entre ce qui est un reflux qui est d'origine digestive, c'est une remontée souvent acide dans l'œsophage, ou ce qui est un encombrement bronchique, c'est-à-dire d'avoir une toux productrice d'expectoration. On a des crachats, en clair, hein, parce qu'on a les poumons qui sont malades et on a souvent des crachats, des expectorations si on a des bronches qui sont malades, c'est-à-dire des bronchectasies, des bronches dilatées ou une BPCO. Mais ça peut se voir aussi un petit peu dans la fibrose, surtout si elle est un petit peu évoluée. Merci beaucoup. Alors, on a une question, enfin 2 questions qui se rejoignent un peu. D'abord, est-ce qu'il y a des actions que l'on peut mener en prévention pour éviter de développer une fibrose? Et ça rejoint un petit peu avec la question de Hayet qui nous demande si faire du sport peut limiter l'évolution de la maladie. Alors, 2 questions très, très intéressantes, hein, qui paraissent simples, mais est-ce qu'on peut éviter, enfin faire quelque chose pour éviter? Oui, on peut éviter de fumer. Et ça, c'est absolument essentiel. Le tabac est le facteur de risque principal, en dehors de la génétique, mais la génétique, on est comme on est, hein, on ne peut pas la changer. C'est le facteur de risque principal évitable de la fibrose pulmonaire, qu'on soit dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde ou pas d'ailleurs. Et quand il y a un facteur familial, c'est encore plus vrai. Si on est dans une famille où il y a des cas de fibrose, associés à l'APR ou pas, la seule chose que l'on puisse faire, c'est d'éviter d'avoir des agressions pulmonaires. Et la principale agression à laquelle on peut soumettre ses poumons, c'est de fumer, hein, qui est de loin la plus importante des agressions. Après, il y a la pollution, mais la pollution est agressive pour les poumons à un degré qui est quand même bien inférieur au fait de fumer de façon active. Et c'est un peu plus difficile aussi de se soustraire à la pollution, malheureusement, que de se soustraire au tabac. Mais ne pas fumer, ça fait une différence considérable. Hein, le fait de fumer, ça multiplie par 3, voire plus, le risque d'avoir une fibrose pulmonaire. Et puis la question sur le sport, alors c'est vrai que c'est proche parce qu'il s'agit là d'avoir une vie saine, enfin un mode de vie le plus sain possible. Ça aide, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que l'activité physique aide à vivre mieux avec notre organisme, mais ne va pas corriger la fibrose pulmonaire.
ne va pas non plus malheureusement empêcher la fibrose de s'aggraver si on a une fibrose qui a tendance à s'aggraver, ce qui n'est pas toujours le cas dans la polyarthrite, mais va permettre d'être moins essoufflé pour le même fonctionnement des poumons. Et en s'entraînant, alors il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour s'entraîner, mais en entraînant son organisme, c'est-à-dire en ayant une activité physique, on entraîne l'ensemble de l'organisme, en particulier le cœur, les poumons et les muscles, et on arrive à être moins essoufflé, à faire plus de choses, y compris plus d'activités physiques, sans changer les chiffres que nous, médecins, mesurons au niveau de l'activité pulmonaire, au niveau du volume pulmonaire, au niveau de l'oxygénation. Me permettre peut-être juste de témoigner sur ce point-là, parce qu'en fait, j'ai été diagnostiqué d'une fibrose il y a 5 ans et j'ai commencé réellement l'activité physique adaptée il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, en fait, ma fibrose a bien progressé, parce que j'ai perdu beaucoup en capacité pulmonaire, en ce qu'on appelle la DLCO, les échanges gazeux dont le professeur Cotin parlait tout à l'heure. Donc, en fait, ma fibrose a progressé, mais je fais de l'activité physique adaptée très régulièrement, des séances toutes les semaines, et puis j'essaye de faire de l'activité physique tous les jours. Donc, malgré la progression de ma fibrose, en fait, je dirais que je suis en meilleure forme et en meilleure santé. J'ai une meilleure qualité de vie depuis que je fais de l'activité physique. Et si je regarde rétrospectivement ce que j'étais capable de faire il y a 2 ans avant l'activité physique et ce que je suis capable de faire maintenant, il y a vraiment des gestes de la vie quotidienne sur lesquels je suis beaucoup plus à l'aise. Je monte mieux les escaliers sans être essoufflé. Je suis capable de porter plus facilement des petites charges comme des packs de minéral, ce que je n'arrivais pas à faire au début. Il y a 2 ans, j'arrivais péniblement à descendre au sol, à me pencher, à ramasser quelque chose, à mettre un genou par terre pour ramasser quelque chose et me relever. J'avais besoin de quelque chose pour me relever. Maintenant, je suis capable de le faire sans aide. Je suis capable de le faire facilement. Donc, je rejoins complètement ce que dit le professeur Cotin en tant que patient et expérience. En fait, non, ça, effectivement, ça réduit pas, ça guérit pas et ça réduit pas la maladie, mais ça permet vraiment de mieux vivre avec. Et dans ce que vous avez dit, M. Fourier, le terme d'activité physique adaptée a été choisi évidemment avec précision, mais si tout le monde n'est pas familier, il ne s'agit pas forcément de sport. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent, bon, moi, je ne suis pas en état de faire du sport, je suis trop essoufflé, je suis trop fatigué. Non, il ne s'agit pas d'une activité physique forcément très importante. C'est faire marcher ses muscles, avoir une activité physique et qui soit adaptée à la condition physique aujourd'hui, qui peu à peu permet de progresser et de gagner. Donc, c'est une activité physique et non pas une grande activité sportive, adaptée à notre condition physique et adaptée à notre âge et à ce que l'on est capable de faire. Donc ça, on peut le faire chez vraiment la grande majorité des personnes, à condition de trouver la volonté, la ressource, c'est faisable. Merci. Alors, on a Virginia qui est curieuse et qui, quand même, voudrait bien savoir quel genre d'activité physique pratique Jean-Michel. Alors, il y a des. Bon, je peux, sans trop. Enfin, très, très, très simplement, j'ai un vélo elliptique à la maison. Donc, je fais un petit peu de vélo elliptique. J'essaye tous les matins. Alors, je ne mets pas de résistance. Encore une fois, comme dit le professeur Cotin, je ne suis pas un sportif. Je ne suis pas là pour faire du sport. Donc, je ne mets pas des résistances, vous savez, comme on peut mettre pour monter les côtes et tout ça. C'est simplement. C'est vrai qu'il est même débranché, mon vélo elliptique. Et j'arrive en fait à en faire entre 30 et 40 minutes en m'arrêtant une ou 2 fois, même 0 fois, certains jours où ça va très bien. Donc, à mon rythme, l'idée étant d'éviter de s'essouffler, en fait, d'arriver à le faire pour gagner musculairement, gagner en résistance, mais sans s'essouffler. Le but, contrairement à des exercices que vous pourriez faire en salle de gym, vous allez chercher à faire du cardio à vous essouffler. Non, là, le but, c'est de ne pas s'essouffler. Et enfin, les autres séances que j'ai hebdomadairement, c'est avec un coach qui nous aide à faire, donc là, pareil, des exercices qui nous aident à respirer, des exercices respiratoires, mais aussi des exercices très simples d'équilibre. On est aussi en fibrose pulmonaire, je dirais en FPI, on est souvent âgé. Donc, on a aussi, comme toutes les personnes âgées, besoin de travailler son équilibre, besoin de travailler sa souplesse. Et c'est aussi ce type d'exercice qu'on va faire en activité physique adaptée. Et tout combiné, ça fait qu'on est beaucoup plus à l'aise pour faire un certain nombre de choses. Et puis, je rajouterais
les dernières activités physiques adaptées. Donc, encore une fois, ce n'est pas du sport, c'est le marché. Hein, c'est le marché. Ça peut être simplement aller chercher, si on habite pas trop loin d'une boulangerie, aller chercher son pain à pied au lieu d'aller le chercher en voiture. Si on peut encore essayer de faire un petit peu de jardinage, un petit peu de ménage, ce genre de choses qui sont aussi de l'activité physique adaptée. Et d'ailleurs, je crois, Jean-Michel, que votre association a développé des activités physiques adaptées, un programme. Oui, tout à fait, avec particulièrement une plateforme digitale, hein, parce qu'effectivement, on peut avoir des difficultés à se déplacer. Ce n'est pas toujours simple de faire des activités en groupe. Et puis, le confinement, le Covid nous a aussi obligés à éviter les séances de groupe. Donc, depuis 2 ans, effectivement, avec Ciel-Bleu, on a développé une plateforme d'activité physique adaptée à la fibrose pulmonaire, hein, qui s'appelle GetFi, qui est gratuite, hein, qui permet de faire effectivement des exercices de niveaux différents. Il y a différents niveaux et c'est des exercices qu'on peut faire à son rythme effectivement pour améliorer sa condition physique. Et puis on propose aussi pour nos adhérents des séances avec un coach dont je parlais tout à l'heure, où là c'est des séances en visio, hein, de groupe, qui ont l'avantage par rapport à l'autre système d'avoir un coach qui nous voit, qu'on voit, donc il peut plus facilement nous montrer les exercices et aussi nous corriger, parce qu'on ne fait pas toujours bien les mouvements qu'il demande, et donc il nous voit en même temps, s'il permet de corriger. Et puis il y a l'avantage de la motivation de groupe, c'est toujours plus sympa de le faire en groupe, et puis ça aide de ne pas être tout seul, et puis enfin on espère prochainement, mais ça, je ne pense pas que le professeur Cotin, plus que moi, puisse faire des pronostics, un jour reprendre les séances physiques en groupe dans une salle. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison de souligner que c'est bien de ne pas faire ça seul. Ouais. Et notamment au début. Une fois qu'on a compris, vous disiez, vous faites tout seul votre séance, bon, la marche, d'accord, mais également un peu le vélo. Mais même quelque chose qui paraît assez simple comme ça, c'est bien de le faire au début accompagné, parce qu'on a souvent une petite, enfin, je parle à votre place, hein, je m'excuse, mais on a souvent une petite appréhension, une petite crainte quand on n'a pas l'habitude. Est-ce que vraiment je suis capable? Comment il faut que je règle? Est-ce qu'il faut que je mette une résistance, pas de résistance? Combien de temps? Et donc ça, c'est bien de le faire avec une aide qui peut être une aide assez simple, hein, un kinésithérapeute. La plupart sont capables de guider pour commencer ce type d'activité. Parfois, ils sont contents d'avoir quelques indications du médecin, comme le résultat d'un test de marche ou des choses comme ça qui donnent des indications. Et puis, le kinésithérapeute ou le médecin de rééducation va aussi aider à trouver des activités physiques qui soient compatibles avec d'éventuelles douleurs musculaires, problèmes articulaires qui nous concernent pas mal ce soir, hein, et qui peuvent être évidemment un facteur limitant pour faire ce type d'activité. Mais souvent, ils trouvent, bon, on a mal aux hanches, mais on peut faire des mouvements avec les membres supérieurs ou inversement. Ça, c'est bien d'être conseillé sur le type de mouvement qu'on peut faire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, trouver le bon équilibre entre, en fait, pour faire de l'exercice sans s'essouffler trop, parce que le but, effectivement, pour nous, avec les fibroses pulmonaires, c'est pas de s'essouffler, c'est au contraire d'éviter de s'essouffler. Donc, il nous aide je dirais, le kiné nous aide au début à trouver les bons réglages, justement, pour pouvoir éviter cet essoufflement tout en ayant une activité efficace, en fait. Merci beaucoup. Alors, il y a tout un tas de questions et on va y revenir, mais une question principale que l'on se pose, c'est notamment autour des traitements de la polyarthrite. Est-ce qu'ils induisent une problématique autour de la fibrose pulmonaire? On a souvent incriminé le méthotrexate, qui est quand même le traitement le plus donné dans le traitement de la polyarthrite. Donc, qu'en est-il? Alors, d'une façon générale, non. Dans certains cas, oui. Donc, pour être un petit peu plus spécifique, il y a eu des cas rapportés ou des problèmes pulmonaires avec la majorité des traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, malheureusement, on ne peut pas être assez simple et dire les médicaments ne donnent pas de problème pulmonaire parce que tous peuvent, heureusement assez rarement, en donner. Maintenant, on connaît mieux les complications possibles de chacun de ces traitements.
et leur fréquence. Et avec les traitements les plus modernes, on a peu de complications pulmonaires. Pour vous répondre plus spécifiquement sur le méthotrexate, plusieurs études, dont une française récente, sont très rassurantes sur les complications pulmonaires du méthotrexate. C'est-à-dire que si on prend du méthotrexate de façon chronique, au long cours, pour contrôler sa polyarthrite, ça n'augmente pas le risque de développer une fibrose pulmonaire. Et si on a une fibrose pulmonaire, ça n'aggrave pas la fibrose pulmonaire. En tout cas, c'est ce que nous disent les études. Et donc, c'est extrêmement rassurant. Les personnes qui nous écoutent et qui sont sous méthotrexate, il ne faut surtout pas arrêter le méthotrexate à cause d'une inquiétude au niveau pulmonaire. On peut continuer. Et même, il est possible, mais je dis bien possible, on est un peu plus prudent, que le fait d'être traité par le méthotrexate au long cours pour les articulations protège un petit peu les poumons. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout à fait sûr? Parce qu'on est capable de montrer des associations, mais pas toujours un lien causal. Donc, on ne sait pas très bien si les personnes qui ont du méthotrexate, finalement, le méthotrexate protège un petit peu leurs poumons, ou est-ce qu'on voit moins de problèmes pulmonaires chez les personnes qui ont du méthotrexate parce qu'on n'a pas donné de méthotrexate aux gens qui avaient des problèmes pulmonaires ou qui étaient à risque d'avoir des problèmes pulmonaires. Voyez. Donc, mais l'association statistique existe, c'est-à-dire que globalement, les personnes qui ont du méthotrexate ont un petit peu moins de risque d'avoir un problème pulmonaire qui surviennent un petit peu plus tardivement. Par contre, il existe une complication du méthotrexate qui est une réaction aiguë, c'est-à-dire une réaction non pas au long cours, il n'y a pas de toxicité au long cours du méthotrexate sur les poumons. Par contre, il y a un petit pourcentage de personnes qui peuvent faire une réaction au méthotrexate, et ça se traduit un petit peu comme une infection, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ou en l'espace de quelques jours, on est nettement plus essoufflé, on ne se sent pas bien sur le plan général, parfois un petit peu de fièvre, et quand on fait des examens, on voit qu'il y a des anomalies pulmonaires, et il faut creuser un petit peu les examens pour faire la différence entre une infection et une réaction possible au méthotrexate. Et dans certains cas, on a d'ailleurs de la difficulté à faire la part des choses. Donc, quand on a de la difficulté à faire la part des choses, on traite comme si c'était une infection et puis on voit si effectivement les choses se corrigent. Donc, au long cours, le méthotrexate n'a pas de toxicité sur les poumons, mais exceptionnellement, on peut avoir une réaction pulmonaire au méthotrexate qui se produit cette fois-ci de façon plus aiguë, c'est-à-dire brutale en quelque sorte, sans prévenir, et qui peut nécessiter d'arrêter le méthotrexate. Mais cette réaction est heureusement exceptionnelle et elle n'est pas tellement prévisible. Et elle n'empêche pas évidemment de continuer le méthotrexate si le méthotrexate est bien toléré. Donc pas de toxicité au long cours. Et puis dans les traitements utilisés pour la polyarthrite, je pense qu'on ne va pas aller faire un par un ce soir parce qu'il y a beaucoup maintenant de traitements possibles pour la polyarthrite et c'est tant mieux parce que ça permet aux rhumatologues d'avoir le choix des traitements. Mais certains d'entre eux sont considérés comme sûrs, sans aucun risque ou pratiquement aucun risque sur le plan pulmonaire. Et certains, au contraire, on essaye plutôt de les éviter si on sait déjà qu'il y a une fibrose pulmonaire qui est présente. Donc ça, c'est des choses qu'on sait petit à petit. Et les rhumatologues commencent à être familiers avec ça et les pneumologues qui s'occupent de maladies pulmonaires rares et de fibrose pulmonaire en général sont également informés là-dessus. Donc ce que l'on conseille, c'est que s'il y a une fibrose pulmonaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde, il est bien qu'il y ait une communication entre le rhumatologue qui décide quel traitement de fond est appliqué et un pneumologue, si possible un pneumologue qui connaisse la fibrose pulmonaire. Il y a un certain nombre de centres de compétences et de centres de référence sur les maladies pulmonaires rares qui ont bien l'habitude de ce problème-là, qu'il y ait une communication entre le pneumologue et le rhumatologue ou le médecin de médecine interne pour choisir des traitements qui soient les plus sûrs possibles sur le plan pulmonaire. On n'a pas toujours le choix, mais il y a maintenant beaucoup de traitements quand même de rhumatologie qui nous donnent un éventail plus large et qui permettent de choisir le traitement le plus sûr possible. Voilà. C'est des questions que j'allais vous poser, professeur Cotin, justement,
au sujet de pour comment articuler en fait la prise en charge entre le rhumatologue et le pneumologue, puisque vous parlez des centres de compétences et de référence que nous on connaît bien, mais il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. Et Ouais. donc comment ça se passe? Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a une polyarthrite, qui a une fibrose de diagnostiquer, de consulter régulièrement, une fois avec un centre de compétences, par exemple? Alors, s'il n'y a pas de fibrose pulmonaire qui est mise en évidence, S'il y a fibrose pulmonaire, pardon. alors, s'il y a une fibrose pulmonaire, je crois qu'il est bien que le patient soit vu au moins une fois par un pneumologue qui connaît la fibrose pulmonaire. Alors, j'ai parlé des centres experts, qu'on appelle les centres de référence de compétences, mais dans certaines villes, il y a des centres, notamment en CHU, qui connaissent très bien, ou des hôpitaux privés où il y a plusieurs pneumologues, dont un s'occupe des maladies pulmonaires rares. Donc, il ne faut pas être trop limitatif, mais voir un pneumologue qui connaisse, qui s'occupe de pneumopathie interstitielle pour avoir un avis sur cette fibrose pulmonaire. Et ensuite, le suivi peut être fait soit par ce pneumologue-là, soit conjointement avec ce pneumologue-là. On suit beaucoup de personnes conjointement avec un pneumologue traitant. Le pneumologue traitant n'a pas toujours beaucoup l'habitude des fibroses pulmonaires, mais on l'aide à prendre les décisions quand il y a une décision à prendre et il assure l'essentiel de la prise en charge et du suivi. Je conseille, moi, à chaque rhumatologue d'identifier un pneumologue qui connaisse les fibroses pulmonaires, de façon à ce que le jour où, lorsque il rencontre une fibrose pulmonaire au cours d'une polyarthrite, comme d'ailleurs au cours d'une sclérodermie ou d'une myosite ou d'une autre maladie de cette famille, il puisse prendre un avis un peu spécialisé sur le plan pulmonaire et pas mettre en difficulté un pneumologue qui n'a pas tellement l'habitude et qui ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions. Et chaque situation locale est différente. Il ne faut pas être trop dogmatique, mais il faut que les différents médecins articulent leurs différentes compétences. Merci beaucoup. Juste Nelly qui nous posait une question très spécifique. Je vous la partage parce que évidemment je ne comprends rien. Une bronchectasie est-elle forcément évolutive et dégénérative ou peut-il y avoir amélioration? Quelle est la différence entre atelectasie et bronchectasie? Et un traitement pour l'inflammation peut-il avoir de l'effet sur les poumons inflammés? Alors moi je n'ai compris que la dernière partie. Alors, atelectasie, je vais commencer par la fin. Atelectasie et bronchectasie, non, ce sont deux choses différentes. Atelectasie, c'est une région du poumon qui ventile mal, qui est mal aérée et qui, du coup, a tendance à se ratatiner, à se tasser, parce que l'air n'y rentre pas, ou peu. Donc ça, c'est pas une complication tellement habituelle de la polyarthrite rhumatoïde, mais si, par exemple, on a une pleurésie, un épanchement pleural, ou que on a eu une partie du thorax un petit peu déformée parce qu'il y a eu des fractures de côte ou une fracture de vertèbre, des tassements ou quelque chose. On peut avoir une zone qui ventile un petit peu moins. Bon, et du coup, elle est un peu moins fonctionnelle. Parfois, elle s'infecte, mais en général, c'est juste qu'elle est un petit peu moins fonctionnelle. Mais ça ne fait pas tellement tousser, ça ne fait pas spécialement cracher. Par contre, la bronchectasie, ça veut dire bronche dilatée. Les bronches dilatées, oui, là, c'est une conséquence potentiellement directe de la polyarthrite. On a vu, ça touche la fibrose, ça peut donner de la fibrose, mais ça peut aussi toucher les voies aériennes, donc les bronches. Et les grosses bronches, quand elles sont malades, elles ont tendance à cicatriser en se dilatant. Et une bronche dilatée a tendance à attirer les infections et à sécréter. Donc, on tousse, on a tendance à cracher, et on a tendance à avoir des infections plus fréquentes ou qui persistent un petit peu plus longtemps. Et puis, pour compliquer les choses, je m'excuse, la médecine n'est pas toujours simple, on peut avoir des bronchectasies dans la fibrose, parce que la fibrose est rétractile, et comme ça tire autour des bronches, ça peut dilater un petit peu les bronches. Mais ça, ces bronchectasies-là, elles ne font pas tellement parler d'elles. Celles qui font plus parler d'elles, c'est celles qui sont liées à des suites d'infections ou à vraiment une atteinte des bronches par la polyarthrite rhumatoïde. Et je crois qu'il y avait une dernière question qui était est-ce qu'il y a de l'inflammation? Oui, il y a souvent de l'inflammation dans les bronchectasies. C'est une inflammation chronique des bronches qui se dilate, qui augmente de volume et qui donne
une toux, parfois des infections et parfois des crachats. Et les bronchectasies, malheureusement, on ne peut pas les supprimer, sauf s'il y en a une particulièrement qui nous embête et qu'on veut l'opérer, mais on n'a pas de moyen simple de traiter les bronchectasies autre que d'aider à vider les sécrétions par la kinésithérapie. J'espère que j'ai répondu à peu près à... Ah oui, oui, là, Je crois que il nous reste, je crois, quelques questions une fois que le diagnostic est posé, Jean-Michel. Oui, j'avais quelques petites questions. Donc, effectivement, maintenant, on va passer, une fois que le diagnostic de la fibrose pulmonaire est passé. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques points de vigilance et de prévention d'une manière générale, hein, pour pour limiter les risques de développer une fibrose. Une fois que le diagnostic est posé, est-ce que ces points de vigilance et de prévention restent exactement les mêmes, comme arrêter de fumer, les agressions des poumons, ou est-ce que vous en voyez d'autres à rajouter? Non, la principale, c'est quand même d'éviter les agressions pulmonaires. Donc, les agressions, c'est le tabac, c'est aussi les pics de pollution, et puis c'est aussi les infections. Et en ce moment, là, on sort, on espère, de pandémie, mais on a bien compris quand même qu'on pouvait se protéger contre les infections respiratoires. Ça va rester vrai. Alors, j'espère plus avec le Covid, mais les infections respiratoires banales sont quand même aussi une agression pour les poumons. Et donc, éviter d'avoir la grippe, éviter d'avoir du VRS ou je ne sais quel virus, c'est important pour éviter les aggravations de la fibrose pulmonaire. Et pour ça, il faut se vacciner contre la grippe, contre le pneumocoque et maintenant contre la Covid. Et puis, il faut éviter des situations qui sont très à risque. Bon, par exemple, avoir la visite de ses petits-enfants quand tous les petits-enfants ont des virus. Prendre les transports en commun sans mettre de masque, ou voilà, essayer d'éviter ces situations qui sont un risque d'infection respiratoire, même banale finalement, ou les diminuer un petit peu. D'accord. Qu'en est-il de la progressivité de la fibrose? Je connais bien la partie FPI, donc sur les fibroses issues d'une polyarthrite rhumatoïde, c'est la même progressivité? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait un diagnostic de fibrose, il faut évaluer quel est le retentissement sur les poumons. Donc ça, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, hein, on vous fait souffler. Ça permet de mesurer le volume des poumons, c'est la spirométrie, et aussi le passage de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle la DLCO. Parfois, on le fait aussi des examens à l'effort. Et ça nous donne un état des lieux à un moment donné. Et pour savoir si la fibrose s'aggrave, on va renouveler cette exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, c'est l'examen qui est fait par le pneumologue, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et ça, c'est plus important que de refaire le scanner. On pense beaucoup au scanner, mais en fait, le suivi d'une fibrose pulmonaire, ça repose surtout sur le suivi de la fonction des poumons, parce que ce qui nous importe, c'est que les poumons continuent de bien fonctionner ou du mieux possible. Donc, on instaure une surveillance. Alors, ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais on va refaire des explorations fonctionnelles à intervalles à peu près réguliers. Donc, ça va être en moyenne tous les 3 à 6 mois, souvent au début. Si la situation est très stable, on peut espacer. Et puis, si on voit que le souffle diminue, là, il va falloir se poser la question, que peut-on faire? Et votre question portait sur la vitesse d'aggravation de la fibrose. Elle est très variable. Certaines personnes ont une fibrose dans la polyarthrite rhumatoïde qui est assez stable, même s'ils ont déjà une fibrose. Et d'autres ont une fibrose qui s'aggrave à peu près à la même vitesse que la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'évolution vers une insuffisance respiratoire. On ne sait pas très bien prédire les choses, mais on sait bien les mesurer. Donc, on met en place un programme de surveillance pour détecter s'il y a une aggravation. Et quand il y a une aggravation, oui, malheureusement, dans la polyarthrite rhumatoïde, on peut avoir une évolution vers l'insuffisance respiratoire à un rythme qui est assez comparable à ce qu'il y a dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure, mais je la repose, parce qu'en plus, j'ai cru comprendre que la réponse était non. Est-ce que le lien entre polyarthrite et fibrose est systématique? Est-ce qu'on va systématiquement développer une fibrose pulmonaire? Alors non, et même si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous n'aurez pas forcément une fibrose pulmonaire qui va apparaître un jour ou un autre, mais on détecte quand même souvent des petites anomalies au scanner thoracique qu'on va inventorier, faire une exploration fonctionnelle et suivre. Et donc, pas de panique, hein, si on détecte des petites anomalies au scanner thoracique,
ce n'est pas forcément une fibrose pulmonaire importante et évolutive qui, heureusement, ne concerne qu'un pourcentage relativement faible de personnes. Et en cas donc de fibrose pulmonaire, quelles sont les principales incidences, en fait? Vous parliez de qualité de vie tout à l'heure. Quelles sont les principales incidences sur la qualité de vie? Alors, souvent, au début, on ne ressent rien. Et puis, avec l'aggravation de la fibrose, on a un retentissement qui est une difficulté à faire les efforts de moins en moins importants. C'est-à-dire qu'au début, on est gêné. Vous preniez les exemples tout à l'heure de monter 2 packs de lait, monter 2 étages avec un pack d'eau minérale. Bon, ça, c'est un effort quand même assez intense. Et puis petit à petit, on peut être gêné pour des efforts plus banals de la vie quotidienne, et notamment si on n'est pas tellement entraîné sur le plan musculaire. Donc ça, c'est relativement progressif et on peut être gêné par la toux. Et certaines personnes ont une qualité de vie qui est très affectée par une toux qui est très, très ennuyeuse. Et c'est globalement surtout l'essoufflement et ce sentiment d'avoir une capacité à faire des activités physiques au sens large ou à faire les activités physiques de la vie de tous les jours qui est réduite et peu à peu à hésiter à sortir, à hésiter à se déplacer parce qu'on sait qu'on va être essoufflé. Et donc, il faut essayer de vous aider à lutter contre ça pour maintenir cette activité physique qui entretient la capacité à vivre le plus correctement possible. Donc, on imagine bien dans ce cas-là qu'il y a le retentissement aussi, en plus du physique, sur le moral. Hein, et donc, qu'en est-il de la dimension psychologique, en fait, du diagnostic de la fibrose pulmonaire après, avec une polyarthrite rhumatoïde en plus? Alors, la fibrose ou la maladie pulmonaire chronique a un retentissement sur le vécu, ça c'est certain. Beaucoup d'études l'ont montré, mais je pense que c'est plus à vous d'en témoigner qu'à moi. Moi, je peux vous parler de ce que nous disent les patients et de ce que disent les études. Et les études sont très, très claires. Le retentissement sur la qualité de vie est important. On arrive à le prendre en compte un petit peu avec nos traitements, mais pas assez. Mais ce qui joue le plus sur l'essoufflement et sur la qualité de vie, c'est d'accompagner la reprise des activités physiques. Et parfois, l'oxygène, quand on est à un stade avancé et qu'on a besoin d'oxygène. Et les médicaments jouent sur essayer de ralentir toute aggravation, parfois de revenir un petit peu en arrière, mais surtout d'essayer de stabiliser au plus la fibrose pulmonaire, et pas forcément beaucoup sur le vécu. Pour le vécu, c'est vraiment d'aider à reprendre une activité physique qui va aider le plus sur le vécu. Et éviter en fait, de tomber dans une spirale où effectivement, je dirais la maladie, plus la fatigue, plus l'essoufflement, font qu'en fait, on en fait de moins en moins, et à ce moment-là, un risque d'accélération en fait, de la maladie. Oui, je ne saurais pas mieux dire. C'est-à-dire, quand on est essoufflé, on fait un peu moins. Et quand on fait un peu moins, on entraîne moins ses muscles. Et la fois d'après, on va être encore plus essoufflé pour le même effort. Donc, il faut éviter cette spirale qui est négative. Et puis, si on a besoin d'un accompagnement psychologique, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il ne faut pas trop différer. Rechercher cet accompagnement psychologique. C'est normal, c'est naturel d'avoir des difficultés à assumer sur le plan psychologique tout ce qui vient avec ces maladies-là. On parle du poumon ce soir, mais je n'oublie pas qu'il y a aussi les articulations, la charge que ça représente d'avoir ces traitements au long cours et toutes les conséquences sur la vie personnelle. Donc, si en plus on sent l'essoufflement qui vient ajouter une limite supplémentaire, on peut comprendre que ce soit vraiment que ça ait un retentissement important sur le plan psychologique. Alors, les psychologues ne guérissent pas, hein, bien sûr, mais je suis témoin quand même que beaucoup de personnes ressentent une amélioration d'avoir un accompagnement qui leur permet de pouvoir s'exprimer, être écoutés, indépendamment du médecin et indépendamment de leurs proches aussi, et de pouvoir faire part, rechercher un petit peu de soulagement à parler de ce qui se passe à la maison aussi. J'avais une dernière question, professeur, sur peut-être les conseils à donner à une personne qui vient d'être diagnostiquée. Je pensais, on a déjà couvert pas mal de choses, je pense, avec
avec l'activité physique, avec effectivement le soutien des proches, le soutien psychologique. Est-ce que, comme dans le cadre de l'AFPI, par exemple, il y a une attention particulière ou un risque? Je sais que nous, on porte beaucoup d'attention à notre nutrition parce qu'on sait qu'on a un risque important de dénutrition qui aggraverait également la progression de la maladie. Est-ce que c'est le cas aussi dans le cas de la polyarthrite plus fibrose? Oui, tout à fait. Alors, c'est variable d'une personne à l'autre, mais être en excès de poids, bon, ça aggrave les choses quand on est essoufflé, c'est clair. Mais maigrir beaucoup ou perdre ses muscles parce qu'on s'est amaigri, c'est aussi quelque chose qui aggrave les choses. Et dans la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a eu plus de travaux que dans la fibrose de la polyarthrite rhumatoïde. Mais dans la FPI, on sait que oui, quelqu'un qui a une fibrose qui s'aggrave a plus de risques d'avoir une dénutrition. Et la dénutrition accompagne ou aggrave le déconditionnement musculaire. Et donc, on retombe à nouveau dans un cercle vicieux. Et la dénutrition, c'est quelque chose qui peut être un petit peu sournois. Hein. Dénutrition, c'est pas forcément perdre 15 kilos. C'est aussi quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que si on perd ses muscles et qu'on gagne de la graisse, on peut avoir une dénutrition. Et donc, d'avoir des conseils pour réorienter un petit peu son alimentation, en respectant ses goûts, évidemment, ça peut permettre de garder un équilibre nutritionnel qui soit plus optimal et qui tienne compte aussi, d'ailleurs, de ces traitements. Certaines personnes ont un petit peu de cortisone, certaines personnes ont d'autres choses. Donc ça, c'est une des choses que les nutritionnistes et les diététiciennes ont l'habitude de faire. Merci, professeur. Sonia, je vous repasse la Est-ce que, parole. si je peux dire un mot de conclusion, je crois qu'une personne à qui une fibrose pulmonaire vient d'être mise en évidence dans le contexte d'une polyarthrite rhumatoïde, d'abord, il ne faut pas paniquer, hein, c'est des choses que l'on sait surveiller, qu'on sait de mieux en mieux prendre en charge. On n'a pas beaucoup parlé ce soir des options thérapeutiques, mais on a de plus en plus d'options thérapeutiques, et notamment lorsque la fibrose pulmonaire s'aggrave, on a des médicaments pour ralentir la fibrose pulmonaire, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je crois que la priorité, c'est d'identifier un petit peu les acteurs. Et quelqu'un qui a une PR, manifestement, a un rhumatologue, parfois un rhumatologue aussi dans un centre expert de rhumatologie, parce que le rhumatologue traitant, on va dire, a voulu avoir un avis complémentaire au CHU. Bon, il faut identifier maintenant qui va donner un avis d'expert sur cette fibrose pulmonaire et qui va aider à suivre au quotidien, enfin au long cours, la fibrose pulmonaire, un pneumologue traitant. Alors, ça fait des acteurs de plus, mais je crois que c'est la priorité si on a une atteinte de ces organes qui sont les poumons, d'identifier les personnes clés qui vont pouvoir répondre à vos questions et vous suivre et éventuellement guider des modifications thérapeutiques si elles sont nécessaires. Merci beaucoup, c'était très complet. Bien sûr, il y a toujours des petites questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre, mais vous nous avez déjà accordé beaucoup d'espace ce soir. Donc, en conclusion, on s'était proposé avec Jean-Michel de dire finalement, quand on a une PR, il ne faut pas s'alarmer, mais il ne faut pas passer à côté. C'est un peu ça le message clé. Oui, c'est très bien. Quand on a une PR et une fibrose pulmonaire, il ne faut pas s'alarmer, mais on a les moyens de la prendre en charge, parfois simplement de la surveiller, hein, même souvent simplement de la surveiller pour s'assurer que les poumons ne sont pas en danger. Mais on a aussi maintenant un certain nombre d'armes pour faire quelque chose si on croit que la fonction des poumons risque d'être mise en danger. Donc, ce serait dommage de s'en rendre compte un petit peu trop tard. Donc, oui, ne pas s'alarmer, mais prendre en charge. Eh bien, écoutez, merci encore. Merci à tous les deux. Merci Jean-Michel pour la préparation de ce webinaire. Ça a été un plaisir. Et merci infiniment, professeur Cotin, pour votre temps et vos explications très, très claires. Et donc, pour information pour tous, on va réutiliser tout ce contenu pour vous proposer une brochure d'information détaillée, tout comme il faut, pour que vous ayez les ressources sous la main à tout moment. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation et l'occasion de pouvoir expliquer ces différentes choses. Merci. Merci, Sonia.
Bonsoir à tous. Bonsoir, au revoir. Au revoir.